Salut à tous nos téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Dimanche Débat. C'est le débat qui fait le récapitulatif de l'actualité de toute la semaine, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et un peu partout dans la sous-région et l'actualité aussi internationale. Et ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau de débat pour vous, Monsieur Newton Ahmed Bari, que nous disons bonjour. Bonjour Franck. Bonjour aussi à Monsieur Ismaël Sako, président du PSDA du Mali. Bonjour Monsieur Ismaël. Bonjour Franck et bonjour à mes co-débatteurs. Et bonjour à notre doyen Mexan Sommet qui n'est plus à présenter. Bonjour le doyen. Bonjour Franck et bonjour à nos téléspectateurs. Et Ismaël Tako, il est trop modeste, hein. Il est aussi le secrétaire général De la coalition Sahel Démocratie. Ok. Oui, voilà, je Coalition suis en train Sahel de mélanger Démocratie. les personnes avec les sigles là. Ouais. Ok, allez, aujourd'hui c'est dimanche, ça fait déjà une semaine que nous avons perdu un être très cher. Pour les Burkinabés, ce n'est pas une inconnue, une grande figure de la société civile qui a participé à des grandes luttes au Burkina Faso. Pour nous jeunes, nous l'avons connu depuis 2014 à aujourd'hui. Je vais parler ici de Safiatou Lopez Zongo. Monsieur Newton et le doyen Mexan Sommet, vous qui êtes des aînés certainement que vous avez eu à la côtoyer, qu'est-ce que vous pouvez dire d'elle aujourd'hui et en même temps aussi lui rendre un bref hommage? C'était une femme de conviction et qui a malheureusement eu le sort de toutes les personnes de conviction dans notre pays. Donc, nous ne pouvons que lui souhaiter que son âme repose en paix et puis lui rendre hommage pour tout le combat qu'elle a mené. Bon, je pense que j'avoue que j'ai des difficultés à réaliser que Safiatou est parti comme ça, hein, honnêtement. Bon, je l'ai connu depuis l'insurrection. Je dois dire, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, en fait, c'est elle qui a proposé ma candidature à la présidentielle là, de la transition, pour la présidence de la transition de 2014, de 2015. En fait, c'est Lopez qui a proposé ma candidature. Elle m'a vu, elle m'a appelé, et puis ensuite, elle a fait le travail auprès des grands partis et des autres organisations de la société civile. Moi-même, je n'y ai pratiquement rien fait puisque je n'étais pas candidat. Donc, à ce titre-là, c'est une dame extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître. On n'a pas toujours été d'accord, mais au moins elle avait, je vais dire, elle était honnête dans tout ce qu'elle faisait. Elle était honnête, Safiatou Lopez. Quand elle ne t'aimait pas, elle ne t'aimait pas. Quand elle t'aimait aussi, elle n'avait pas, elle n'y allait pas par le dos de la cuillère, quoi. En tout cas, on a perdu une grande Burkinabé. C'est une dame qui aimait son pays, qui vivait pour son pays et qui s'est toujours battue pour ça. Prions évidemment Dieu de lui rendre justice parce que aujourd'hui, je pense que elle a droit à des obsèques dignes de ce qu'elle a été pour notre pays. Et je parie que ce jour viendra où les Burkinabés auront l'occasion de lui rendre cet hommage-là. Et comme vous savez, dans des situations difficiles comme celles que nous vivons, où tout le monde est enfermé chez lui et la parole est confisquée, je connais des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers de personnes à qui cette dame a rendu énormément de services. Même parmi les Waïs, il y a des gens qui ont mangé dans sa main et qui n'ont rien été, qui n'auraient pas été quelque chose sans son soutien. Mais les Burkinabés sont malheureusement comme ça. La majorité des gens ne connaissent pas hier. C'est pour cela, quand on est convaincu, quand on se bat, il ne faut pas toujours attendre
des remerciements des Burkinabés. Mais il faut plutôt être sûr que la postérité, elle, sait rétablir les gens dans leurs droits. Et je suis convaincu que la postérité burkinabé rétablira Lopez dans ses droits de patriote authentique burkinabé. Voilà ce que je pense de cette situation. Évidemment, en pensant à ses enfants, à ces filles, ces braves filles, à qui je dis beaucoup de courage, à qui je souhaite évidemment de marcher dans les pieds de leur maman pour tout ce qu'elle a été et pour tout ce qu'elle a représenté. Merci. Merci et nous profitons présenter nos condoléances aussi à toute la famille Zongo, à toute la famille de Madame Lopez. Et comme l'a si bien dit le doyen Newton, c'est vrai que les circonstances actuelles ne permettent pas à ce qu'on puisse lui rendre hommage comme il se doit. Pour la petite information, même le jour triste de son inhumation, nous avons reçu les informations où il y avait beaucoup plus de personnes du renseignement burkinabé pour plus traquer peut-être ceux-là qui allaient assister aux obsèques. C'est malheureux. Bon, nous allons poursuivre notre émission avec le premier point, ce point qui anime quand même toute l'actualité, parce que septembre 2025, ça fait 2 ans que l'Alliance des États du Sahel existe. Monsieur Ismaël Sako, d'entrée de jeu, vous qui voyez déjà l'actualité chaude au Mali, qu'est-ce que l'AES représente aujourd'hui pour le Mali? Je voudrais encore une fois de plus saluer et remercier la plupart des téléspectateurs qui nous suivent d'où ils se trouvent pour dire que nous arrivons au moment de la vérité. Nous sommes dans un combat de survie pour sauver nos États et travailler à instaurer la démocratie et la liberté dans nos États et réussir l'intégration régionale et faire en sorte que la région ouest africaine, à travers la maison commune qu'est la CEDEAO, soit une CEDEAO qui comblera les attentes de nos concitoyens. La création de l'AES est arrivée parce qu'il y a un bras de fer qui n'a pas été à la faveur des putschistes du Mali, du Burkina et du Niger. L'AES est, encore une fois de plus, cette coquille vide qui n'a pas su combler les attentes des populations de ces 3 pays. Parce que décider de créer ce machin et décider de sortir de la CEDEAO et accepter de rester au sein de l'UMOA et accepter la main tendue de la CEDEAO sur les questions de libre circulation des personnes et des biens prouve à suffisance que la CEDEAO reste encore une organisation régionale forte, proche des populations, qui est donc une vraie organisation des peuples et non pas une organisation des chefs d'État. Aujourd'hui, l'AES anti-Guillemets, qui est une structure dirigée par des hors-la-loi, des jusqu'boutistes et des violeurs des constitutions, existe de nom, existe sur papier, ont réussi à s'inspirer des textes de Luptako Gourmand et renforcer l'aspect militaire, puisque le Luptako Gourmand mettait l'accent sur les questions économiques de développement. Mais au-delà des textes et des structures fantoches et fantômes qu'ils sont en train de créer, des rencontres de la dite confédération des chefs d'État et des ministres des Affaires étrangères ou des ministres de la Défense, on se rend compte que ces 3 pays, ces juntes que nous considérons comme des despotes à travers les chefs militaires qui les dirigent, ont vraiment décidé de prendre le pouvoir parce qu'ils ont estimé que les questions sécuritaires n'étaient pas au beau fixe et n'étaient pas au rendez-vous. Est-ce que de la création de ce machin, on peut dire que sur le plan sécuritaire, il y a une satisfaction? Nous nous rendons compte que tant au Burkina Faso qu'au niveau Burkina Faso, le génie prend de l'ascendance sur les forces de défense du Burkina Faso et qu'au niveau du Niger, l'IGS est en train de s'imposer. Au Mali, le GENIM monte en puissance, les militaires maliens refusent de se battre, le GENIM arrive à clouer le pays au sol, à le prendre en otage face à un Goïta qui de plus en plus est bunkérisé. Donc on se dit que sur le plan sécuritaire, cette structure fantôme et fantoche a échoué. Sur le plan du développement, ils n'ont
pas été capable de sécuriser les routes et faire en sorte que les populations aient accès tant aux denrées de première nécessité en termes d'accessibilité et de coûts, mais aussi et surtout au niveau du carburant, parce que le carburant, c'est le nerf de la guerre. On n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe siècle, et les entreprises aujourd'hui se créent, se développent, agissent, parce qu'il y a l'électricité, y compris les questions informatiques. Donc le Mali semble être un pays isolé qui vit en autarcie, et il se trouve qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Sur les questions de droits de l'homme, puisqu'ils ont décidé de chasser les organisations internationales qui existaient dans nos États, qui étaient des partenaires stratégiques et traditionnels de nos États, sous prétexte qu'ils s'immisçaient et ils mettaient en avant les questions de droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question récurrente de liberté des droits de l'homme s'est améliorée? On dit non, elle ne s'est pas améliorée. Donc, si tu prends ces trois pans, est-ce que le quatrième qui est sur les questions de diplomatie, elle s'est atténuée et améliorée? La diplomatie a été une diplomatie constructive, une diplomatie de développement. On se rend compte fort malheureusement, nous avons une diplomatie en cascade, une diplomatie conflictuelle entre ces trois États et les pays riverains comme la Côte d'Ivoire, qui reste le poumon phare des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en partie avec le Nigeria, avec le Sénégal, en partie avec le Sénégal, mais surtout avec la Mauritanie et l'Algérie pour le cas du Mali. Donc, nous comprenons que ces quatre éléments qui sont des axes forts qui font qu'un État ne peut vivre et créer les conditions de bien-être de ses populations sans ces éléments qui sont les questions sécuritaires, les questions économiques, les questions de diplomatie, y compris, je vais parler des questions industrielles, donc de l'économique, ne marche pas. Est-ce que nous avons réussi dans ces États sur les questions de droits de l'homme et aussi et surtout les questions de vivre ensemble, de cohésion, d'unité nationale? Est-ce que ça marche? Non, bien que tous les États étrangers occidentaux ont été renvoyés et il y a plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré sous-traiter leur sécurité par une milice étrangère qui de plus en plus est aussi coiffée au poteau, ne se bat plus. On comprend fort malheureusement que leur diplomatie s'est accentuée au niveau de la Russie, qui n'aide pas, qui vend, qui profite de la fragilité de nos États. Et que la Russie et les pays du BRICS sont aujourd'hui témoins de la déflagration de ces États, de ces trois. Mais on n'entend plus M. Sako. On ne vous reçoit plus, M. Sako. Oui, moi aussi, je ne l'entends plus. Ouais. M. Sako, apparemment, il ne nous reçoit pas aussi. Il doit avoir un souci de connexion. Bon, le temps qu'il nous rejoigne, je vais poursuivre avec Newton Ahmed Barry. Côté Burkina Faso, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'AES a-t-il apporté... dans le dispositif. Ah. Monsieur Sako, on a du mal à vous entendre. Apparemment, votre connexion ne doit pas être stable. Donc, on va revenir à vous tout à l'heure. Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure, le temps que la connexion se stabilise. Donc, oui, on ne vous attendait pas tout à l'heure. Voilà, mais là c'est bon. Voilà. Donc, un appel, en fait, qui s'est pas décroché. Ah, ok, ok. Donc, Monsieur Newton, donc, du côté du Burkina Faso, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'AES, de l'existence de l'AES? Le micro? Oui, vous avez raison. Excusez-moi. Donc, si on devrait éventuellement caractériser cet anniversaire de l'AES, je prendrais deux faits. Le premier, naturellement, il n'est pas du Burkina, mais il est du Mali. Donc, c'est le caractère d'impuissance. Il est matérialisé, évidemment, par la sortie du Premier ministre Abdoulaye Maïga par rapport au carburant au Mali. Et il dit ceci: s'il faut aller à pied, nous irons à pied chercher notre carburant et avec des cuillères. Or, normalement, je me dis, au regard évidemment de la montée en puissance de l'AES, ces gueux en tapette et en haillons ne devraient même pas pouvoir être en capacité de tenir une route, a fortiori de brûler des dizaines de citernes et d'interrompre naturellement des trafics sur environ 3 frontières du Mali. Et Dieu seul sait que le Mali est grand, parce que de la frontière de la Côte d'Ivoire
à la frontière avec le Sénégal, c'est quand même des espaces. Et le Génim aujourd'hui, à la limite, tient la tête aux Fama maliens avec leur supplétif russe, au point d'empêcher Bamako d'être approvisionné en carburant. Il y a des images, évidemment, qui circulent où 1 litre d'essence, je parle sous le contrôle de Sako, aujourd'hui à Bamako, se négocie dans des petites jerrycans à pas moins de 1600 francs CFA. Donc, vous voyez ces images, évidemment, qui passent actuellement. Le deuxième élément qui montre l'impuissance de l'AES, c'est aussi la sortie de l'idéologue et porte-parole du Génim, Mahmoud Bari, aujourd'hui, qui diffuse une vidéo d'otages aussi bien maliens que burkinabés et qui dit « Nous voulons les échanger un otage militaire contre un otage moudjahidine ». Donc, ça veut dire que c'est eux, à la vérité, aujourd'hui, qui dictent ce qu'il faut faire. Et donc, on voit aussi que, évidemment, il n'y aura pas de réponse. Le Mali pourrait probablement répondre parce que les Maliens, comme vous savez, sont quand même à un certain niveau de guerre qui permet probablement de faire des otages. Mais les Burkinabés ne peuvent pas répondre à cette requête parce qu'au Burkina, Ibrahim Traoré ne fait pas d'otages. Donc, quand il attrape un Moudjahidine, il l'expédie directement à Ad-Patres. Donc, je ne sais pas comment, évidemment, le Burkina pourrait répondre à cette injonction de Mahmoud Bari, donc, qui est le porte-parole, l'idéologue du Génim. Parce qu'il ne faut pas faire il faut faire évidemment la différence. Mahmoud Bari, il est, lui, au niveau central du Génim. Et il est différent de Ousmane Diko. Ousmane Diko est le porte-parole de Ansarul Islam, qui est évidemment une des composantes du Génim. Mais Ousmane Diko, lui, il opère à partir de Burkina Faso. Tandis que Mahmoud Bari, lui, il est évidemment dans le QG central du Génim. Donc, voilà un peu les deux images qui, de mon point de vue, expriment mieux que tout autre le deuxième ou ce qu'est l'AES en 2 ans. Le troisième élément sur lequel je voudrais terminer sans être long, c'est que jusqu'à présent, personne ne connaît le secrétariat général de l'AES. Il n'y a pas une adresse du secrétariat général. Personne ne peut se lever sauf à écrire à Assimi Goïta. Donc, on ne sait pas si la présidence du Mali, donc Koulouba, est aussi le siège de l'AES. Troisième élément, personne ne connaît le secrétaire général de l'AES. C'est quand même une institution d'une telle dimension, ne pouvait pas ne pas avoir une administration aujourd'hui. De ce que je sais, seul le Burkina a bricolé quelque chose pour nommer à sa tête l'ami de Meksan Somé, dont certainement il nous parlera sous peu. Donc voilà un peu la situation ubuesque dans laquelle on se trouve 2 ans après sa création. Mais à la vérité, ce n'est pas étonnant parce que l'AES ne procède pas d'un projet mûri, mais c'est un projet qui est construit contre. Et donc, évidemment, il agit ou il se développe en contre. Et premier contre, c'était pour contrer la menace qui devait peser contre le Niger. Deuxième contre, c'était pour contrer éventuellement les velléités de la CEDEAO de demander aux juntes de respecter évidemment les dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui dit de façon spécifique que le coup d'État est prohibé,
mais même que celui qui fait le coup d'État ne peut pas en bénéficier. Donc, naturellement, c'est contre l'application de cette disposition qu'ils sont sortis de l'UEMOA. Après le reste, ils n'ont même pas pensé à, je vais dire, à la substitution des accords qui ont permis à la CEDEAO de créer une communauté de destin entre les 15 pays. C'est-à-dire, ils n'ont même pas pensé à comment leurs concitoyens vont continuer à assurer la libre circulation. Évidemment, il y a je veux dire, le bémol de l'UEMOA qui permet de régler un certain nombre d'accueils qui auraient été directs et donc brutaux par rapport à la sortie de la CEDEAO. Mais ça, c'est avec les pays de l'UEMOA. Avec tous les autres pays de la CEDEAO, parce que l'UEMOA, c'est 8 pays, la CEDEAO, c'est 15 pays. Un pays comme le Nigeria, par exemple, a affaire, un pays comme le Niger plutôt, il a affaire directement à une frontière assez grande qui est donc celle du Nigeria, qui, lui, n'est pas dans l'UEMOA. Et peut-être c'est pour cela que le Niger se comporte différemment des deux autres. Voilà ce que je pense. En tout cas, il est difficile de dire que c'est un succès ou que ça emprunte la voie du succès 2 ans après. Oui, la voie du succès. En tout cas, ce n'est pas Mex qui nous dira le contraire concernant son ami Bassolma. Il ne dira pas que Bassolma n'a pas engrangé de succès. Hein? Moi, je vais commencer par là où Newton a fini, parce que vous voyez, on discute de quelque chose qui est une nébuleuse dont on ne sait rien. On ne sait pas où est le siège de l'AES. On ne sait pas qui est le secrétaire général de l'AES. On ne sait pas où sont les instances de l'AES. On ne sait pas où est l'administration de l'AES. Le passeport de l'AES n'existe pas parce qu'en fait, chaque pays est allé faire imprimer son passeport AES avec son éditeur à lui. Et au Mali, au Mali où ils ont fait imprimer leur passeport par une société française, je rappelle quand même qu'ils avaient accusé un éditeur de logiciel français d'avoir kidnappé leur fichier électoral. Bon. Mais c'est une société française qui fabrique les passeports AES du Mali. Et jusqu'à présent, le passeport AES du Mali, le passeport AES n'est pas reconnu. L'AES n'est pas reconnu par l'Union africaine, n'est pas reconnu par la CEDEAO, n'est pas reconnu par l'ONU, n'est pas reconnu par l'OMC, n'est reconnu par aucune organisation internationale. Les organisations internationales s'adressent encore à eux, pays par pays, même quand c'est pour leur passer le même message. Donc, l'AES, pour moi, c'est comme toute la réussite, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est virtuel, qui n'a aucune réalité. La deuxième chose, moi, quand ils ont créé leur AES, je savais très bien quelles étaient les arrière-pensées. Mais je me disais, bon, si au moins au niveau de la coopération militaire, c'est plus efficace que le G5 Sahel, pourquoi pas moi, je suis pas un maximaliste. Je me disais, bon, ce sera au moins ça de bon à prendre. Mais quand le GNIM a fait converger des forces pour attaquer le Burkina dans la boucle du Moun, je n'ai pas vu les soldats nigériens, les soldats maliens venir dans le cadre de l'armée unifiée de l'AES. Ça aussi, c'est un truc totalement virtuel. Aujourd'hui, c'est au Mali que des renforts de GNIM sont convoyés en renfort à leurs petits copains pour mettre l'État malien à genoux. Je ne vois pas l'armée unifiée de l'AES s'interposer. Donc, on est en train de parler de quelque chose qui n'a aucune existence légale. Chaque fois que vous voyez un communiqué conjoint de l'AES, d'ailleurs, justement, ça c'est très intéressant. Ça devrait être un communiqué de l'AES. Pourquoi à chaque fois c'est un communiqué conjoint des gouvernements de l'AES? Ça veut bien dire que l'AES, en tant que structure transnationale, multinationale, n'existe pas. Il n'y a aucune structure supranationale qui s'appelle AES. Vous voyez? Et puis, ce n'est pas étonnant. Donc,
comment est-ce que vous voulez qu'une association de malfaiteurs, pour se maintenir au pouvoir, puisse apporter quoi que ce soit aux populations? Donc, pour moi, le bilan de l'AES, on ne peut faire le bilan que de quelque chose qui a une existence réelle. Moi, je ne vois pas quel bilan de l'AES vous êtes en train de faire. On peut faire le bilan de chaque régime, mais on ne peut pas faire le bilan de quelque chose qui n'existe pas. L'AES n'existe pas. C'est ma position. Et Oui, d'ailleurs, Bassol Mabadié, il est à la tête, écoutez bien, du Conseil national de l'AES. Donc, l'AES est une confédération, mais le Burkina est le seul qui a un Conseil national de l'AES avec un président, un vice-président. On ne sait pas où sont ses bureaux, on ne sait pas où sont ses locaux, on ne sait pas quelles sont ses prérogatives, quelles sont ses fonctions, quelles sont ses missions, quelle est son administration. Envoyez une lettre à l'AES, on va voir à quelle adresse vous allez l'envoyer. Ça n'existe pas. Vous savez, ici, même une entreprise unipersonnelle, donc la société qui n'a qu'un seul associé, vous êtes obligé d'avoir des bureaux et une adresse postale. L'AES n'a même pas ça. Voilà. Donc pour moi, l'AES n'existe pas. C'est un sigle, c'est un logo, c'est un slogan, c'est une image, mais qui n'a aucune existence légale en tant qu'institution intergouvernementale. Même, je ne parle même pas de confédération, juste au niveau intergouvernemental. Le Conseil de l'entente, on sait où sont ces locaux. L'autorité du Luptako-Gourma, on savait où c'était. On savait quelle était son administration. Le SILS, on sait où sont les locaux du SILS. On sait quelles sont les missions du SILS. Quelle est l'activité du SILS. Quels sont les personnels du SILS. La CEDEAO, pareil. L'UEMOA, pareil. Mais l'AES, c'est où? Voilà. Donc, pour moi, on est en train de faire le bilan de 2 ans de quelque chose qui n'est que du pipeau, qui n'existe pas dans la réalité, en tant que structure. Voilà. Donc, moi, je peux faire le bilan de IB, des 2 ans, des 3 ans de IB, des 5 ans de Goïta, des 2 ans de Tiani, mais je ne peux pas faire le bilan de l'AES parce que l'AES n'existe pas. oui, l'AES n'existe pas, ça c'est selon Mex. Monsieur Ismaël Sako, parce que c'est le Mali qui abrite la présidence des États, de l'Alliance des États du Sahel, dont Goïta est le président. Parce qu'on a vu qu'il reçoit à peu près tout le monde, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, hein. En tout cas, le Bamako est devenu la plaque tournante, le pays le plus puissant des 3 pays. Euh, pour vous, où est-ce qu'on peut trouver le siège de l'AES? Déjà, qu'on s'accorde sur la notion de puissance de Goïta ou du Mali par rapport à l'AES. Un pays n'est puissant que si et seulement si économiquement il est fort, militairement il est fort. Je pense que mes deux prédécesseurs ont bien expliqué la situation dans laquelle le Mali se retrouve, englué, empêtré par le GNIM, l'IS et en même temps le FLA. Donc le Mali n'est pas aujourd'hui un État puissant au niveau de l'AES. Parce que stratégiquement, vous avez remarqué, le Niger, qui lui-même est embourbé, arrive à parler tantôt avec le Bénin ou le Nigeria. Goïta est incapable de parler avec l'Algérie, incapable de parler avec la Mauritanie. Il préfère créer des situations compliquées. Donc, est-ce que Goïta, il est dans la propagande, il est dans l'illusion, il est dans le déni de la réalité? Pour lui, il se trouve dans une situation où il n'a pas le choix, c'est de montrer aux Maliens qu'il est le boss de l'AES et que son machin fonctionne. Pour que son machin fonctionne, il fait des rencontres, il envoie ses ministres au Burkina, il reçoit des ministres ou des chefs d'état-major à Bamako pour que les propagandistes, activistes, villomanes relaient l'information d'une structure qui existe et qui travaille. Et je veux aussi rappeler que récemment, sur l'axe Dakar-Bamako, quand il y a eu ces attaques, ces tueries, ces enlèvements, des citernes brûlées, on n'a pas effectivement vu une armée ou même un communiqué ni du Burkina ni du Niger en soutien en termes de solidarité au Mali. Où est la puissance de Goïta? Je vais aussi rappeler, lorsque le Mali monte en conflit en cascade avec l'Algérie et que les 3 pays décident de fermer leurs frontières,
aérienne. Souvenons-nous que le Burkina n'a pas suivi, le Niger non plus. Donc, ils n'ont pas fermé leur ambassade non plus avec l'Algérie. Et finalement, c'est Goïta qui s'est retrouvé seul. Alors, s'il était puissant, je pense que ces autres pays l'auraient suivi. Quand il décide de porter plainte, les deux États non plus ne l'accompagnent pas. Ce n'est pas une plainte qui est faite au nom de leur machin. C'est plutôt une plainte qui est faite au nom du Mali. Et vous avez compris que cette plainte pourrait être irrécevable. Pas de siège au Mali, il n'y a aucune structure. Celui qui était le chantre de leur soi-disant confédération, qui était le cerveau politique et stratégique, qui est l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, aujourd'hui croupi en prison, trahi par ses serviteurs. Il a aidé à concevoir, il a aidé à faire croire, à faire avancer soi-disant le projet sur le plan, on va dire, institutionnel et documentation et des textes. Mais au-delà des textes, on ne voit rien. Est-ce que ici, mes deux débatteurs peuvent me dire, ou un des ressortissants de ces trois pays peut nous présenter un projet qui a été conçu au nom de cette structure fantôme? Est-ce qu'il y a un seul projet? Est-ce qu'il y a une structuration autre que textuelle? Il n'y en a pas. Je pense encore une fois de plus que les 2 ans de cette structure-là ont servi à faire la propagande pour que les gens croient qu'ils vont sortir de toutes les organisations et que demain ils auront leur monnaie. Où est-ce qu'on en est avec la monnaie pour leur autonomie financière? Ça n'existe pas. Est-ce qu'ils ont créé des corridors trans-États, des routes pour relier ces 3 États? Ça n'existe pas. Ils ont parlé effectivement des aspects économiques, la création d'une compagnie de leur soi-disant confédération. Mais le projet est morné. Qui finance? Qui accompagne? Les Russes semblent les avoir abandonnés. Les Turcs ne croient plus à leur projet. Les drones turcs ne sont plus accompagnés, plus question de maintenance. Mais vous comprenez que cette confédération, qui semblait donner de l'espoir à certains partenaires du BRICS, ou à certains États comme le Togo qui voulaient rejoindre, est-ce que le Togo aujourd'hui parle de rejoindre cette structure? Non. À un moment donné, on faisait miroiter que le Tchad pourrait. Est-ce qu'aujourd'hui, ces États pensent revenir dans une structure dont, entre guillemets, le chef de file, Goïta, pourrait demain fuir le pays, pourrait chercher à disparaître et laisser un État en déliquescence, un État qui n'existe que de nom, avec une nation qui est complètement en décomposition? Est-ce que c'est ça des États? Ils sont chefs de quoi? Ils sont chefs d'une partie, d'une région. Goïta serait chef de Bamako et de Kati. En dehors de Bamako et Kati, Goïta ne contrôle rien. Il ne contrôle même pas tout Kati parce que toutes les attaques qui ont lieu sur l'axe Taï-Kita-Kati, c'est à quelques pâtés de kilomètres de Kati. Mais on ne voit pas Goïta intervenir. On ne voit pas non plus son ministre de la Défense partir. Est-ce que leur structure AIS serait une structure stratégique si elle est stratégique? Qu'est-ce qu'ils ont monté pour protéger nos populations? Ça n'existe pas. Donc, encore une fois de plus, c'est 2 ans de perdu pour nos populations, c'est 2 ans de retard en matière de coopération internationale et multilatérale, c'est 2 ans d'embourbement en termes de vivre en autarcie et coupé du reste du monde. C'est un retard inestimable que nos États sont en train d'accuser, et c'est gravissime. Fort heureusement, encore une fois de plus, il y a l'éveil de conscience. Ces 3 ans de transition au Burkina Faso, 2 ans au Niger, ont montré le vrai visage à la fois de nos populations qui, de plus en plus atterrées, fatiguées, épuisées, ont compris à ouvrir, ont finalement ouvert les yeux, et il y a un retournement de situation. Au Mali, 5 ans, c'est des populations qui ne veulent plus sentir Goïta parce que Goïta a montré toutes les limites de son incapacité. Et ça, c'est du pain béni pour nous, non pas en tant qu'opposants, parce que nous avons alerté. Nous sommes avant tout des citoyens de ces États. Quand ces États tombent, nous sommes aussi concernés par l'échec, même si nous ne sommes pas comptables. Donc la réalité est que nous souhaitons que ces États se relèvent. D'où que nous nous trouvons, nous travaillons, là je suis avec mes camarades, avec lesquels nous sommes aussi membres de la coalition Sahel Démocratie. Hier, j'étais avec mon frère Newton Ahmed Barry dans une rencontre avec les représentants politiques et de la société civile de 7 pays, où nous pensons Afrique, nous pensons CEDEAO, nous pensons Afrique de l'Ouest.
Donc, pour dire que nous ne sommes pas seulement des opposants pour critiquer. Nous avons d'abord été force de proposition, nous avons alerté, nous avons même écrit, et ensuite, nous avons compris qu'on ne sommes pas entendus. Les jeunes se sont braqués, ils nous ont pris comme des ennemis. Mex et Newton sont traités de terroristes de leurs États sur des listes noires. Moi-même, je suis persona non grata dans mon pays, traité de façon d'Indjougou. À partir de ce moment-là, nous utilisons toutes les armes conventionnelles que nous avons, et nous, les armes que nous avons, c'est écrire, c'est le verbe que nous avons, et que nous utilisons à bon escient pour sauver nos États et travailler à l'éveil des consciences. Et cet éveil de conscience, pendant ces 2 ans que l'AES est en train de jouer, nous sommes en train de réussir. Dans cette structure, ce machin nous a donné les éléments, des leviers qui nous ont permis de surfer et de réagir. Maintenant, nous ne réagissons même plus, nous agissons. Ce sont ces États dits de l'AES qui sont dans la réaction. Franck est là? Voilà. Monsieur Newton, du côté du Burkina Faso, on voit que les attaques se sont multipliées, les populations de plus en plus se réfugient derrière les frontières, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, on a vu aussi au Bénin et pour d'autres pays comme le Sénégal, parce qu'on se demande comment ils ont réussi à traverser le Mali jusqu'à aller se retrouver au Sénégal. Bon, finalement, l'AES, c'était pour les peuples, parce que ceux qui ont créé l'AES ont dénoncé la CEDEAO pour dire que la CEDEAO n'était pas pour les peuples, comme vient de notifier Ismaël Sako. Alors, l'AES, c'est pour qui? Évidemment, la question la réponse est dans la question pour ceux qui l'ont créé. Ceux qui l'ont créé, ce sont les 3, je veux dire, prétoriens qui ont braqué les institutions des 3 pays. En fait, ça a été créé pour éviter que Tiani ne tombe. Donc, on sait déjà d'emblée que ça n'a pas été créé dans l'intérêt des peuples. Après, il y a eu il y a eu du bricolage qui a été fait après pour essayer de meubler. Mais ce qui est constant, je reprends encore les énumérations qui ont été faites par Mex, ce qui est constant, c'est que non seulement ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas d'adresse, mais aussi tous ceux qu'ils créent, ils ne les affectent nulle part. C'est-à-dire qu'ils ont une force unifiée, militaire, dont on ne connaît pas l'état-major et dont on ne sait pas où elle est localisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous comparez les 2 protagonistes qui sont face à face dans l'AES, à la limite, on sait où se trouve le GENIM. On sait que le GENIM mutualise. Par exemple, aujourd'hui, contrairement à, pour répondre un tout petit peu également à l'autre élément de ta réponse, c'est que toutes les forces essentielles du GENIM aujourd'hui sont concentrées sur le Mali et ils sont décidés à le faire tomber, ou en tout cas à créer les conditions pour que le pays devienne ingouvernable. Alors que de l'autre côté, ils en sont incapables. Ils disent ou ils ont annoncé une force de 5000 hommes, mais que personne ne voit. Il n'y a pas d'état-major de la force unifiée de l'AES. On ne sait pas qui en est qui est le chef d'état-major et où est-ce que cette force est localisée. Ça, c'est un premier. Il n'y a même pas de fanion. Parce que quand on crée une force coalisée, il y a un fanion de cette force coalisée là, mais d'un côté, le fanion de la force coalisée, de l'autre côté, le fanion de son pays d'origine. Ils n'ont même pas ça. Ils ont créé ce fanion. Ils ont ce fanion-là. Lorsque vous regardez un peu les forces burkinabè, très souvent, vous avez à côté du fanion national le fanion de l'AES avec les 3 pays et 3 drapeaux sur le logo. Non, évidemment, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais elle n'existe pas. Donc, il n'y a pas encore eu une situation où on a dit
la force unifiée de l'AES est rentrée en action. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait par contre que le GENIM, lui, a une vélocité, donc une capacité de modulation assez flexible qui lui permet de se porter au secours ou en tout cas d'aller au secours des troupes dans un autre pays qui sont en difficulté ou qui ont besoin d'être soutenus. Ça, on l'a vu, je crois, une fois à Diapaga, où on a vu carrément des éléments du GENIM avec des uniformes maliens. Et on a vu aussi le GENIM Burkina se porter au secours du GENIM Mali avec l'attaque de Boulikessi. Donc, tout ça, ce sont des éléments visibles du côté du GENIM. Par contre, du côté de nos États, de nos braves États, tout ça n'est pas visible. Il en est de même pour leur banque, je crois, centrale, ou bien c'est la banque d'investissement qu'ils ont créée. On a créé la banque, mais personne ne sait où elle est localisée. On sait seulement qu'elle a un capital de 500 milliards, je crois, un truc comme ça, si je ne m'abuse, mais personne ne sait où elle est localisée. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, eux-mêmes ne font pas confiance à leur affaire là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à s'entendre pour se repartir les organes de l'institution. Donc, ça montre jusqu'où je parlais de l'impréparation et de la réaction. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. En ce qui concerne le Burkina, donc, si éventuellement il y a eu en termes d'intensité une diminution des incidents, il me semble aujourd'hui que c'est dû au fait que le GENIM concentre actuellement ses forces sur le Mali. Et d'ailleurs, vous avez vu la sortie de Mahmoud Oubari aujourd'hui, qui fait, tu vois, une sorte qui prend en compte les éléments de l'ensemble de l'AES. C'est-à-dire que, par ce qui concerne les otages, c'est aussi bien les otages du Mali que les otages faits au Burkina Faso. Et en même temps, quand je vois ça, j'ai mal au cœur parce que pourquoi? Tout simplement parce que toutes les évaluations sérieuses montrent que depuis Inata à aujourd'hui, nous avons plus de 150 militaires et VDP qui sont pris en otage. Or, le GENIM n'a montré que les otages faits à Futuri, les 21 otages, heureusement, quand vous faites le décompte, ils sont encore intacts, mais il n'y a que eux. Il y a aussi que même à Futuri, il y a un otage qui avait été fait avant. Cet otage-là n'a pas rejoint le gros lot. Donc, on se demande qu'est-ce qu'ils sont devenus? Que sont-ils devenus les centaines d'otages militaires pris auparavant? Évidemment, c'est une question importante aujourd'hui qui est préoccupante. En fait, Newton, il y a une petite précision. On a vu l'armée unifiée de l'AES 3 fois. Au tout début, quand l'armée burkinabé, en tout cas, est allée au Niger pour protéger Tiani. La deuxième fois, quand IB est allé envoyer des drones bombarder des bergers et des orpailleurs dans la région de Tinzaouaten après la déculottée que les Russes et les Famas ont pris là-bas. Et puis la troisième fois, c'est pendant la fameuse semaine où, après un incident de tir d'une roquette dans la cour de la RTB, IB avait disparu. Ben, là, on a vu des avions russes atterrir à Ouaga avec des militaires maliens et du matériel. Mais ce n'est pas sous le parapluie de la force unifiée, Mex. En fait, mais c'était avant. En fait, c'était avant l'heure. Oui, le Burkina, dans cette disposition, avec Ibrahim Traoré, joue un peu le troublion. Lui, il se porte au secours de tout le monde. Parce que même en ce qui concerne Tinzaouaten, effectivement, c'est là qu'on aurait dû sentir la solidarité haïtienne. Mais sauf que le Niger n'a pas voulu aller.
Je Oui, parle mais sous le contrôle de ça. oui, parce que pour la reconquête de Kidal, le Oui, Niger a perdu l'un des deux Hercule C-130 que les Américains leur ont donné. oui, mais même mieux, le Niger ne voulait pas aller à cette aller évidemment s'associer à cela de peur de réveiller l'irrédentisme touareg chez lui. Chez lui, Tout à tout fait. à fait. Oui. Et Tout à donc, fait. ça, ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas d'action sous mandat haïtien. Force unifiée, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, Par contre, il pour y a revenir eu. à la question de Franck, Oui. pour revenir à la question de Franck, c'est l'AES des peuples ou c'est l'AES de qui? Bon, déjà, j'aimerais que tous les téléspectateurs, tous les éditeurs aillent vérifier. L'expression AES, CEDEAO des peuples, les gens ont chanté ça sans savoir qu'en réalité, c'était un sommet des chefs d'État de l'AES, en quelle année, je ne sais plus, de la CEDEAO, je ne sais plus en quelle année, qui avait lancé ce thème-là dans le débat. Ils l'ont repris, ils l'ont utilisé. Mais quand vous regardez, qu'est-ce qu'il reprochait à la CEDEAO? Il reprochait à la CEDEAO une non-implication des populations dans les instances de gouvernance. Donc, notamment, quand on comprend un peu les institutions, c'est la structure du Parlement de la CEDEAO. C'est ça qui les remettait en cause. Bon, où est le Parlement de l'AES et comment est-ce que les peuples sont représentés dans le Parlement de l'AES? Déjà, dans les parlements nationaux, ce sont des gens qu'on a cooptés sur on ne sait quelle base, sur quelle légitimité, et qui font office de Parlement. Au moins qu'ils fassent ça aussi au niveau de l'AES, ou qu'ils fassent ou qu'ils mettent en place un Parlement uni où les peuples de l'AES sont représentés. Vous voyez? Mais ils vont l'installer où? Parce que c'est ça leur grosse difficulté, en fait, il me semble. La répartition Ils des ne savent sièges. pas où loger leurs organes. Et c'est ça qui montre évidemment le caractère, je veux dire, non sérieux de cette aventure haïtienne. Où est-ce qu'ils vont loger leurs organes? Mais si c'était sérieux, c'était évident. On mettait la balle au centre au Burkina Faso et puis voilà. Comme beaucoup d'autres institutions. Donc, moi, je dis que non seulement ça n'existe pas, mais en plus que c'est une association de malfaiteurs. Voilà. À mon avis, c'est l'expression qui caractérise le mieux AES. Association de malfaiteurs. Parce qu'ils ont fait tout mal. Ils ont fait tout mal jusqu'à présent parce qu'ils ont détricoté tous les avantages que nos populations avaient dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Et ils n'ont su substituer par rien. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de fonctionnaires burkinabés, maliens et nigériens qui étaient à la CEDEAO, qui vont rejoindre leur pays. Je pense que le contrat finit en septembre, si je ne m'abuse. Donc, dans quelques jours, ils vont tous rentrer. Ils vont être recasés où? L'AES n'ayant ni administration, ni vraiment bon projet de structuration. Donc, ils vont être casés où? Et s'ils l'étaient d'aventure, ils vont être payés par quoi? Parce que tout le monde sait, je sais qu'au début, l'année dernière, ils ont décidé de créer un impôt qui devrait donc alimenter les caisses de l'AES. Mais sauf que, comme vous savez, quand les gens eux-mêmes se cherchent, je ne sais pas, en termes d'importation, ils ont tellement compliqué la chose que je ne sais pas sur quelle importation ils devraient pouvoir récupérer. Pour les taxes, là, ils ont beaucoup d'imagination. Hein? C'est vrai, mais en l'occurrence, ici, leur imagination, à mon avis, est restée en chemin parce que sur des matières d'importation, et bon, comme vous savez, hein, avec toutes les vicissitudes qui vont avec. Donc, c'est vraiment une association de malfaiteurs ou de malfaisants. Ça, c'est vraiment la bonne expression en ce qui concerne l'AES aujourd'hui. Mais voulez-vous dire que les patrons de l'AES sont des Rambo fictifs ou pas réels? Monsieur Sako, comment se fait-il que
les différents corridors soient aujourd'hui bloqués, c'est-à-dire pour joindre Sénégal, ces problèmes, la Côte d'Ivoire, ces problèmes, jusqu'à ce que votre Premier ministre sorte pour dire que vous allez chercher le carburant avec des cuillères. Est-ce que ces discours sont responsables pour pour des personnes qui se disent autorités? Parce que vous qui avez été quand même dans un régime civil, est-ce que des civils peuvent se permettre ce langage à la tête d'un pays? D'abord, c'est un discours qui est discourtois. Il est inapproprié et n'est pas adapté au contexte actuel quand on sait que les Maliens ont donné le maximum d'eux-mêmes pour être dans la résilience et serrer la ceinture, comme ils l'ont toujours demandé au peuple malien. Mais lorsqu'il était question de faire en sorte que ce soit les autorités, je veux dire, compétentes elles-mêmes, qui devraient donner l'exemple en matière de bonne gouvernance, en réduisant les dépenses de l'État, et qui a été une demande forte des différents forats qui ont eu lieu à Bamako sous l'égide du despote tortionnaire Assimi Goïta, on se rend compte que cette demande n'a pas été traitée, elle n'a pas été prise en compte. Donc, nous avons un Premier ministre, va-t-en-guerre, qui est habitué aux formules inappropriées en bombant la poitrine et puis qui tensait la plupart ben, il ne peut plus répéter 3 fois parce qu'il est maintenant, il a le dos au mur. La réalité de la gouvernance l'a rattrapé. Donc, il sort de façon inattendue chercher le carburant avec la cuillère. Mais je me demande, prendre un seul litre d'essence avec la cuillère, je pense que le conducteur de moto ne pourra pas arriver à destination. Donc, ça a été mal perçu au sein de la population malienne. Après, les corridors sont En souvent fait, ils attaqués. vont faire un peu la queue leu. On va aligner les Maliens de Bamako Jusqu'à jusqu'à Dakar. Dakar avec Et des puis les gens cuillères doivent en se main. passer la cuillère. Voilà, chacun se Hein, passe la cuillère, passe c'est-à-dire la que cuillère. jusqu'à Ben ce que oui. ça. Bon, ce serait peut-être attendre 3 semaines à un mois pour le carburant arrive à destination, ne serait-ce que pour une seule cuillère. Et puis, on Donc, pour verra les dire drones que qui sont au-dessus, évidemment, de tout cet bon, alignement-là, pour bon, veiller à ce que les que. drones, pour que les drones même se déplacent, il faut déjà pouvoir piloter les drones, il faut faire de la maintenance, il faut aussi avoir du fiole. Donc, tous ces éléments ne sont plus au rendez-vous aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que ces corridors sont attaqués, sont coupés, sont prêts aujourd'hui à partir par le génie pour la simple raison que les militaires maliens ne sont plus à mesure de mener à terme leur mission régalienne. Ils sont plus à mesure pour la simple raison qu'ils ont le moral au talon, ils sont plus à mesure parce qu'ils refusent de se battre, ils préfèrent fuir le théâtre des opérations, pour la simple raison aussi qu'ils se sont aperçus que la hiérarchie militaire, qui quand même était exemplaire, qui a fait preuve de prouesse sur le théâtre des opérations. Je vais parler du général Abbas Dambélé, Nema Sagara et d'autres officiers supérieurs, y compris sous-officiers détenus pour tentative de déstabilisation, qui est une accusation farfelue pour se maintenir au pouvoir et se redorer le blason en se donnant une nouvelle virginité qui n'a pas marché. Les militaires ont finalement compris. Oui. C'est le propre Oui, de ce type de régime. de junte, tout à fait. Forcément, Assimi Goïta a peur de tout ce qui a un peu, je vais dire, D'aura, de notoriété. un peu d'aura auprès des autres militaires. Des hommes de Donc, rang. comme il s'en méfie, il faut qu'il le supprime. Et nous Oui. sommes dans des régimes où on ne garde pas l'obstacle, on le supprime. Et Oui, donc, c'est qui est dangereux. mais évidemment, jusqu'à ce que, en fait, parce que le vrai problème de ce type de régime, il faut qu'ils arrivent à une situation où seul le chef est, Oui, est dominant. oui, merci. Seul le chef est dominant. Si on prend cette analyse que tu viens de faire, seul le chef est dominant, a tellement été compris, c'est moi ou le chaos, Oui, moi ou rien. Assimi oui. Goïta est en train, c'est sa stratégie, c'est sa Et théorie. c'est ce qui Et fait ça a qu'aujourd'hui au été, Burkina, les et ça 13 a été capitaines, entendu. oui, Oui. les 13 capitaines qui ont pris le pouvoir avec IB, aucun ne se manifeste. Mais Tous, c'est ce que j'allais tous dire. sont aux abris, tous sont à plat ventre. Chez nous, au Oui, Mali, ce n'est pas forcément que les gens sont à plat ventre. Ils disent, puisque c'est toi ou rien, oui. tout pour toi et rien pour le peuple et rien pour nous, la répartition du pouvoir et la répartition du gâteau Mali, qui, à travers l'or et autres, devait être une cerise pour les
5 felons colonels devenus généraux en carton ne se passe pas comme convenu, la moisson n'a pas été partagée comme cela se devait, alors on le laisse s'embourber. Et aujourd'hui, au sein de l'armée malienne, vous vérifierez que des subalternes, je vais dire des hommes de rang, ne sont pas payés. Ils sont à 2 mois de retard de salaire. Et ça, tu ne peux pas en parler à Bamako. Et toute cette situation mis bout à bout fait que les militaires préfèrent ne pas se battre. Les convois qui sont en général convoyonnés par des militaires de Dakar ou de Caille à Bamako, vous verrez, vous vérifierez et vous trouverez que fort malheureusement, les gens ne se battent plus. Dès que le génome sort et commence à tirer, les militaires préfèrent fuir. Ils partent, ils détalent. Ils ne veulent plus se sacrifier pour Il y a une réunion, je veux dire, asymptomatique par rapport à ça, où la vidéo a fuité d'ailleurs, où je pense que c'est un supérieur, non? Oui, oui, c'est un des supérieurs, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Au moment venu, il faut se détaler, ça ne vaut pas la peine. Faites un Voilà, repli. ok. Mais ce repli que ce haut responsable de l'armée en conseille aux hommes de terrain, puisqu'on dit que c'est le terrain qui commande, c'était la phrase fétiche de l'ancien ministre, de l'actuel ministre des Affaires étrangères au Mali pour, on va dire, valider ou justifier le report des élections. C'était le discours phare de Goïta et de l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga. Aujourd'hui, si le terrain commande, c'est le génie qui commande. Mais c'est cette théorie qui fait que les Maliens se sont rébellés contre le régime dont j'étais conseiller à la présidence, Ibeka, parce qu'on avait dans les affrontements, les accrochages, notre armée, nos militaires qui décrochaient, qui préféraient partir, on les voyait fuir. Aujourd'hui, nous avons des tonnes de vidéos où ce sont les militaires de Fama, donc des forces de défense du Mali, qui refusent de se battre, ne veulent plus mourir pour Goïta. C'est pourquoi le génie facilement arrive à couper la route, arrive très facilement à récupérer le carburant et à brûler les citernes. Donc on comprend qu'au sein de l'armée, il y a une sorte de défiance, il y a un refus volontaire de se battre. Cette défiance est devenue une réalité et c'est une sorte de rébellion au sein de l'armée qui ne croit plus en Goïta, qui ne partage plus sa gouvernance, qui se prépare, cette armée, à un moment ou à un autre, à déposer Goïta. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que le génie ne prenne pas Bamako, et je ne crois pas que le génie veut prendre Bamako. Mais la stratégie de faire en sorte que le carburant ne soit plus disponible à Bamako, c'est d'étouffer l'économie, c'est d'étouffer la population qui, à un moment donné, pourrait se rebeller, à défaut de se rebeller, pourrait accepter qu'il y ait un autre ordre politique et institutionnel qui pourrait voir le jour dans les semaines ou les mois à venir. Donc, pour dire encore une fois de plus sur cette stratégie de bloquer les routes commerciales qui approvisionnent Bamako en denrées alimentaires et en énergie, n'oublions pas que Bamako, qui décide de couper les ponts avec Abidjan, doit de l'argent à Abidjan, au moins 600 milliards de francs CFA que Bamako de Goïta doit à Abidjan, qui ne paye pas. On est passé de 100 et quelques milliards de dette de EDM à plus de 600 et quelques milliards qui est devenue une dette colossale que EDM n'arrive plus à éponger. Mais pour résorber cela, Goïta avait imposé des taxes liées au transfert d'argent et à la téléphonie mobile. Des centaines de milliards ont été récoltés. Mais qui ne suffit malheureusement pas parce que c'est des paliers cassés. Ils ont mis la main dans la poche des Maliens contre la volonté des Maliens, mais cette somme n'est pas parvenue à stabiliser le manque à gagner, encore moins à résorber la crise énergétique. Donc, à ce niveau, c'est un échec patent. Et ces attaques répétitives et coordonnées, synchronisées du génie viennent à un moment où Goïta fait une sortie, il y a à peine 2 mois, pour dire que sur le plan sécuritaire, avec Poutine dit que tout est bouclé sur le plan sécuritaire. C'est en ce moment-là que l'Afrique Accords ou alors Wagner ne se bat plus. On ne les entend plus, on ne les voit plus sur le théâtre des opérations. Les Turcs qui étaient en appui n'y sont plus pour se battre. Sako, ce qu'il faut dire ici, en étant d'accord avec toi, par rapport à l'évocation évidemment du soutien de Poutine,
c'est quand même qu'il faut être constant ou être juste, restituer les choses dans leur contexte, évidemment pour essayer de déconstruire la part de la propagande. Il faut dire quand même que depuis mai 2025, Moscou, de façon itérative, avant de recevoir Ibrahim Traoré, mais après, avant de recevoir Assimi Goïta, a été constant en leur disant il faut que vous regardiez comment est-ce que vous négociez avec vos protagonistes. Je pense Tout à que fait, c'est une réalité. ça, c'est une réalité. Donc, elle ne peut pas en même temps dire ça parce que Moscou a un défaut, c'est qu'il ne donne pas, il vend. Moscou ne donne pas des armes, ou bien même s'ils doivent donner des armes, c'est vraiment des armes qui ne servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'ils ne ramènent pas les militaires à un niveau de puissance de feu comparable à la puissance de feu des terroristes. Donc, comme ils ne donnent pas, et comme ils n'ont pas les moyens de donner, ils ont demandé, depuis un certain temps quand même, aux juntes de voir comment elles négocient avec leurs protagonistes ou leurs vis-à-vis. Dont le FLA et surtout avec l'Algérie. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître quand même que... Je voudrais, et ça c'est, je ne sais pas si vous êtes deux, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier la crédibilité de l'information, mais de ce que j'ai compris, c'est que la saisine malienne des Nations Unies à propos... La Cour internationale de justice. C'est la Cour internationale de la justice à propos du FLA est revenue infructueuse. Et que donc oui, ça c'était l'ONU. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Oui, j'ai vu. C'est la crédibilité, quoi. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Le fait que le Mali est débouté au niveau de l'ONU par rapport à l'Ukraine, qui est accusé d'être ce pays qui soutient des terroristes en pensant que le FLA est une organisation terroriste, alors qu'aujourd'hui, le FLA a montré par A plus B qu'elle n'était pas celle qui, en tant que FLA, à l'époque c'était le CSP, qui était à l'origine de la mise en berne de l'accord d'Alger, qui avait quand même réussi à mettre le pays sur la voie de la paix et de la stabilité, de la cohésion et de l'unité nationale. Et que à l'époque, le CSP ne travaillait pas à la partition du pays, n'était pas vent debout contre l'État central, ni sous Ibeka, ni sous Banda, ou encore moins sous le despote Assimi Goïta. Donc Goïta, en faisant ça, a ouvert les hostilités. Encore une fois de plus, le CSP était obligé de se défendre contre l'agression faite contre lui, chez lui, à domicile. Et on a vu comment le CSP, devenu FLA aujourd'hui, traite on va dire, des prisonniers maliens qui sont pris en otage. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un revers diplomatique. Oui, donc c'est un revers diplomatique, mais pour dire que le CSP est considéré plutôt comme une organisation politique, à une revendication qui peut être identitaire, politique, mais n'est plus ce CSP qui prend des prisonniers et les tue. Le GNIM a épousé le même style et le CSP devenu FLA n'a jamais dit haut et fort à l'époque qu'on est pour la partition du Mali. En termes de stratégie politique, aujourd'hui, ils peuvent le dire. C'est une stratégie politique parce qu'il faut mettre la barre assez haute, où nous avons un GNIM qui monte en puissance, nous avons l'IGS qui existe. Demain, nous avons peut-être des militaires qui vont entrer en ébullition contre le régime de Bamako. Il y aura des discussions et des négociations. Donc, il faut taper fort pour pouvoir avoir ce qu'on veut, le minimum qu'on veut. Et ça, je comprends ça de la part du FLA. Oui, sur le plan diplomatique, comme je l'ai dit à l'introduction, d'entrée en matière, les juntes ont perdu la face. Et la junte malienne a eu le tort de s'attaquer directement, de s'en prendre à une Algérie qui siège, je pense, au Conseil, qui a un siège au niveau du Conseil permanent des Nations Unies, qui fait que, sur le plan de la diplomatie, il siège là où le Mali ne siège pas. L'Algérie, elle porte la voix de l'Afrique à certains niveaux, et que l'Algérie reste quand même le partenaire stratégique de premier plan de Poutine. S'il y a un choix à faire entre les trois despotes, qui amuse la galerie, qui tue et maltraite sa population, et l'Algérie, mais de loin, la Russie choisira l'Algérie. Donc, un revers diplomatique au niveau de l'ONU, un revers diplomatique effectivement au niveau de la CIJ, je veux dire la Cour internationale de justice, où le Mali se plaint effectivement en portant plainte contre l'Algérie cette fois-ci,
pour avoir détruit son drone, mais c'est que la junte malienne oublie, elle a traité tous ces États, que ce soit l'ONU, que ce soit la Cour pénale internationale, donc par ricochet la Cour de justice internationale, de structures qui fabriquent et soutiennent des terroristes. Parce que les États qui abritent ces cours, ces tribunaux, dont les pays de l'OTAN, sont considérés comme des pays qui ont soutenu et importé le terrorisme au Mali. Comment est-ce qu'ils ont ce qu'on appelle la cécité intellectuelle, ou est-ce qu'ils sont sclérosés à ce niveau-là pour qu'ils acceptent d'aller porter plainte au niveau de la Cour internationale de justice ou auprès de l'ONU? C'est vraiment une approche qui manque de cohérence et qui manque de constance dans les postures de nos juntes, et en particulier au niveau de la junte de Bamako. Ce qui fait que Bamako a perdu la face auprès des Maliens, aux yeux des Maliens, qui ne fait plus confiance à Goïta, dont les mensonges gravissimes sautent désormais à l'œil nu. Le dernier mensonge que les Maliens ont découvert, au détriment de Goïta et de sa junte, c'est quand Goïta passe tout son temps à sabonner la France et qu'on se rend compte finalement que oui, les deux pays travaillaient avec les différents services de renseignement des deux pays travaillaient ensemble, y compris en matière de lutte contre le terrorisme, et que la France a finalement mis ça en exergue, et a décidé de mettre fin. Et jusqu'ici, Goïta et son gouvernement sont restés bouche bée. Donc les Maliens ont été déçus de l'apprendre. Mais nous savions que, quoi qu'il advienne, les ambassades existent. Donc en matière de renseignement, on se partage un minimum d'informations. Donc c'est triste, c'est dommage, mais ce n'est pas étonnant que sur le plan sécuritaire, les corridors soient coupés. Oui, on a encore Dakar, que... Bamako, Ah, mais c'est le corridor depuis Abidjan, en passant par Sikasso, en rentrant à Bamako, qui est aussi bouclé. Donc, ce sont ces trois corridors. Et l'Algérie, en pareille circonstance, l'Algérie était ce pays qui venait en aide au Mali. Du fait que nous sommes en crise avec l'Algérie, l'Algérie ne peut plus apporter son soutien. Et le Sénégal n'est pas rentré en belligérance en soutien au Mali contre la Mauritanie. Et le Mali, si vous vous souvenez encore, depuis un mois, le Mali ne fait que fermer la boutique et renvoyer les commerçants détaillants des Mauritaniens qui sont sur le territoire malien, comme quoi le Mali veut toujours renforcer, exacerber la Mauritanie pour ouvrir les fronts à tous les niveaux, créer le chaos pour exister dans le chaos. Ça, c'est la stratégie des gens. Et c'est pourquoi notre intelligence à nous, c'est de pouvoir décortiquer ces failles et de travailler avec la population, y compris les anciens soutiens à la junte, qui ne sont plus avec la junte. Je prends l'exemple patent, c'est que hier, j'étais en réunion avec ceux qui s'étaient opposés à nous, qui nous avaient traités de façon d'indou et qui nous vilipendaient, qui ont compris qu'ils se sont trompés, et aujourd'hui, nous tendons la main à ces Maliens qui sont aussi des citoyens maliens. Parce que c'est avec tous les Maliens, à l'unisson, que nous pouvons renverser la tendance et créer les conditions d'une stabilité, tant au niveau national qu'au niveau de la région. Sako, est-ce que tu es Oui. au courant de la récente visite d'Abdoulaye Diop au Mali pour négocier l'évacuation du lithium du Mali à partir du port d'Abidjan, parce que c'est le seul port avec lequel les Chinois veulent faire cette affaire-là. Parce que les Rapatrier Chinois de quoi? Rapatrier? non. Donc, les Chinois disent que le meilleur port, le port optimal Oui, pour c'est exporter le Abidjan. lithium Exploité le à Bougouni. lithium qui est exploité au Mali, Mhm. le port optimal, c'est le port d'Abidjan. Abidjan. Tout à fait. Et récemment, Abdoulaye Diop était là-bas en toute discrétion pour mener des discussions avec les autorités ivoiriennes pour ce corridor-là. Donc, quand moi Ben j'ai oui, vu ça, j'ai pensé à Tiani qui est en train de punir sa population en refusant d'ouvrir la frontière avec le Bénin. oui, c'est triste que finalement, parce que nous avons appelé de tous nos voeux qu'il y ait un apaisement entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour plusieurs raisons, au-delà d'une diaspora importante de près de 5 millions de Maliens qui y vivent. C'est le pays qui nous est le plus favorable en termes de transport, de fuel, aussi de vivres. C'est le pays qui a un port de grande capacité et qui nous est le plus proche, donc qui nous est le plus favorable. C'est aussi ce pays qui nous livre, nous prête ou nous fait des facilités d'accès
énergétique. Alors, si la junte assimite finalement s'est réveillée parce qu'elle a compris que sa stratégie n'a pas marché, on ne peut que nous en féliciter. Faut-il encore que le génie permette que ces transactions aient lieu? Parce que nous sommes à un moment où la junte assimite semble être étranglée et qu'on pourrait désormais nous préparer à la conjuguer au passé. Ben, nous serons heureux que Abidjan accepte à bras ouverts cette nouvelle donne et que les Maliens comprennent Moi, je ne que suis pas sûr que les autorités ivoiriennes ont encore confiance aux autorités maliennes, burkinabées ou nigériennes. Je ne suis oui, pas sûr de ça. oui, ça c'est une réalité au regard des velléités et de la montée en cascade, on va dire, d'une diplomatie qui n'a jamais été fructueuse, au regard on va dire, de l'expression malveillante de différents activistes, évidemment pro-junte contre Alassane Ouattara et son gouvernement, qui essayent de faire à chaque fois qu'il y a une opportunité de taper sur la Côte d'Ivoire. C'est pas évident. Et en plus, l'autorité malienne actuelle, de fait, est une autorité qui n'a jamais tenu parole, qui a toujours profité pour faire de la propagande et tirer la couverture sur soi, en mentant, en ne disant pas la vérité, en ne disant pas ses limites elles-mêmes. La preuve, ils vont en catimini, en cachette, ils ne le disent pas, ils mentent au peuple. Et pour prendre l'expression de Newton, on n'est donc pas dans un pays où des autorités qui sont au service des peuples ou du peuple malien, mais des autorités qui sont plutôt pour eux-mêmes. Et tout ce qu'ils font, c'est comment garder le pouvoir. Alors, si la Côte d'Ivoire accepte de passer dessus, c'est effectivement l'honneur de la Côte d'Ivoire et de son président qui fera preuve de bonne foi. Si elle décide d'attendre de nouvelles autorités qui viendront après la junte assimite, mais oui, on est aussi partant parce que nous sommes convaincus que Assimi Goïta, bon, il est au crépuscule de son règne. Enchaîner avec la dernière question pour cette émission. Concernant les cartes d'identité de l'AES, on a vu déjà les passeports de l'AES. Bertrand Sommet a dit tout à l'heure que ce n'est toujours pas reconnu par certains pays à l'international. Maintenant, on vient ajouter la carte d'identité de l'AES. À quoi ça va servir cette carte d'identité? Bertrand Sommet. Moi, le plus drôle, c'est que, en tout cas au Burkina, euh, tout Burkinabé à partir de 5 ans peut avoir une CNIB maintenant. Donc, quand ces gens-là disent que, ça veut dire doit. Donc, moi, je dis c'est très bien. Si ça permet au moins que nous n'ayons plus 40% de notre population qui n'a aucun document d'état civil, même pas un jugement supplétif d'acte de naissance, c'est très bien, c'est très bien. Comme ça, en fait, on va avoir un fichier d'état civil complet, quoi, où il y a tous les Burkinabés qui sont référencés. Mais en tout, voilà. Mais Max, l'état civil, ce n'est pas au niveau. C'est vrai que c'est un deuxième niveau de l'état civil, mais le premier niveau de l'état civil qui devrait être performant, évidemment, c'est le niveau d'acte de naissance. C'est le Mais registre d'acte de Newton, naissance. c'est le l'humour noir que je faisais. Je disais, Moi, j'ai compris, j'ai compris, mais je veux dire que, à la vérité, s'ils veulent résoudre la question, et c'est important dans un pays, et on avait même pensé qu'on aurait pu profiter de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour avancer sur cette question-là. Parce que la maîtrise même de la population, la maîtrise évidemment en termes de réponse au contre-terrorisme, dépend de la maîtrise que vous avez de l'état civil, donc de la bonne connaissance de vos populations. C'est ça qui... Oui, tu n'as pas de cadastre. oui. Tu n'as pas de contrôle des flux de marchandises et des flux financiers sur ton territoire et tu prétends lutter contre le terrorisme. Moi, je te demande, explique-moi comment tu fais. Mais c'est pour cela qu'on n'arrive à rien. C'est toute la Donc, problématique, tous ces gens-là, oui. c'est le sujet qu'on est en train d'aborder Eux-mêmes, là. ils complexifient encore la question en créant des zones, évidemment, en créant des situations un peu, je ne dirais pas un peu, créer des situations de non-droit, avec des exportations hors la loi de l'or, avec évidemment des exploitations non référencées, même parfois de sites. Et donc, tout ça là complique la situation. Mais je suis entièrement d'accord que ça complique la situation parce qu'il y a plusieurs chevauchements de données qui se retrouvent et fort malheureusement, c'est souvent l'opportunité pour certains de nos services de l'État de se faire de l'argent.
au Oui, lieu il y de a le travailler à la, modèle. Mais au lieu de travailler à la gratuité. Oui. tu as un pays dans lequel 40% de la population, l'État ne les connaît pas. Ils n'ont pas d'acte de naissance parce qu'ils ne sont pas nés dans une maternité. Ils n'ont même pas un jugement supplétif d'acte de naissance. Bon. Mais ce qui t'intéresse, c'est que ceux qui ont déjà un acte de naissance là, ils puissent avoir une CNIB à partir de 5 ans. Tu vois bien que la préoccupation, ce n'est pas du tout une préoccupation régalienne. Tu vois que c'est une préoccupation financière. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'accent est mis sur comment se faire de C'est l'argent, tellement évident que bon. comment rançonner les populations, mais toujours est-il que c'est une belle initiative de pouvoir travailler à enrôler nos populations, à créer l'existence de C'est pas donner du tout ça le tant projet, hein, biométriques Sako. et que nos populations. Oui, mais j'ai dit l'idéal, c'est l'idéal, mais encore une fois de plus, il se trouve fort malheureusement que le projet qui est leur projet, c'est de se faire de l'argent, c'est de gagner du temps, c'est de tenter de vouloir contrôler la population, alors qu'en réalité, ils ne font pas un travail de fond. Le travail de fond ne se fait pas. Je prends le cas du Mali, vous Comment avez le est-ce que les rabais. 40% de Burkinabés, de Maliens, de Nigériens qui n'ont aucun document d'état civil vont avoir une carte d'identité AES? Il faut Oui, c'est ce que je déjà dis. avoir un acte de Il faut naissance. travailler, il faut travailler à l'acte de Et puis non, naissance. en fait, je pense que c'est par aberration qu'ils parlent de carte d'identité AES. Parce que tu es informaticien, Mex, et ça, je parle sous ton contrôle. Au niveau de la CEDEAO, en fait, ils étaient en train de faire ce qu'on appelle une centralisation de fichiers avec un certain nombre de données convergentes qui permettait donc d'avoir un meilleur contrôle, évidemment, de la citoyenneté et des données au niveau de la CEDEAO. Et d'ailleurs, ils étaient tellement allés loin qu'il y avait une certaine intégration des données qui permettait que la carte d'identité d'un national puisse servir de carte consulaire dans un pays voisin. Or, en ce qui concerne l'AES, d'abord, ils ont des problèmes à leur propre niveau. Donc, ils peuvent mettre naturellement un logo AES. Donc, c'est davantage plus formel que ça ne peut représenter véritablement une carte d'identité AES, puisqu'ils n'ont pas de données de base en commun. Même le passeport AES, il n'existe pas. Non, c'est vrai qu'il n'a pas une existence légale pour l'instant. Je ne parle pas seulement de ça. Hein. Le passeport AES, il n'y a pas de fichier centralisé des passeports au niveau de l'AES. Des trois pays, ça n'existe pas. L'AES n'existant pas, comment veux-tu qu'il puisse avoir... Mais justement, voilà, c'est pour appuyer sur ça. Donc, la base est fausse alors. Non, mais attends, Franck. Moi, le Burkina, j'ai mon fichier des passeports, j'ai mon éditeur des passeports. Toi, Sako, le Mali, tu as ton fichier des passeports et tu as ton éditeur des passeports. Si Maëla était là, j'allais dire, ben, toi, au Niger, tu as ton fichier des passeports et ton imprimeur et ton fabricant de passeports. Donc, en fait, comme ces gars-là, ils ont compris qu'ils ont une population qui est analphabète, non seulement qui est analphabète, mais en plus qui ne comprend même pas l'esprit des lois et des institutions. Donc, il suffit de mettre le logo et puis ça y est, c'est bon. Oui, mais encore une fois de plus, on est d'accord sur l'analyse que nous faisons des défaillances de ces différents régimes. Et nous sommes dans notre rôle en tant que leader d'opinion de travailler à ce que la population comprenne ce qui se passe pour qu'elle soit davantage éveillée et qu'elle s'engage avec nous à faire en sorte qu'on comble. Moi, quand je vois des gens au Burkina dire que c'est nous qui disons à IB de nous voler, il peut nous voler. Et nous mentir. Oui, mais l'histoire, de nous mentir. Mais l'histoire retiendra. Donc, enfin, je dis ça en termes d'anecdote. C'est pour dire qu'on a effectivement, oui, on a du boulot. Ce travail, on a du boulot à faire. On a du boulot à faire. Mais à côté de ça, nous devons toujours avoir confiance au génie de nos différents pays. Il y a ceux qui sont avec eux, qui travaillent à bien identifier leurs failles pour que demain, lorsque nous travaillerons ensemble, on puisse travailler à combler ces déficits. Donc, ayons confiance en cela et travaillons. Pour moi, l'objectif pour nous, une fois qu'on fait ces débats-là, c'est de conjuguer nos efforts pour faire en sorte que ces gens ne soient plus là.
comment faire en sorte que ces jeunes ne soient plus là et qu'ils ne durent plus, qu'ils s'en aillent, et comment faire en sorte qu'on puisse identifier une équipe à la fois patriotique, mais aussi travailleuse, soucieuse, ayant le sens de la redevabilité, pour que nous puissions demain servir et être des dirigeants au service de nos populations, et qu'on ne reprenne pas les mêmes erreurs que ces gens-là. Je pense que le défi se trouve à ce niveau. Et c'est un enjeu majeur pour nous qui avons la chance d'être exilés aujourd'hui, qui avons échappé on va dire, à la tyrannie de ces gens-là, et qui avons la possibilité de nous exprimer grâce aux débats qui s'organisent, auxquels nous sommes invités. Donc, nous ne devons jamais nous lasser. Et moi, je félicite encore Franck pour ce type de débat, mais vous aussi qui acceptez de prendre, nous qui acceptons de prendre de notre temps. C'est bien aussi qu'on puisse davantage faire le turnover avec d'autres. Mexam parlait de notre sœur du Niger, qu'elle puisse aussi être avec nous, qu'on puisse aussi avoir d'autres Nigériens avec nous pour être ensemble et que nos peuples nous voient loin du pays, de nos pays, mais à l'étranger, mais ensemble pour transcender ces réalités-là et faire en sorte que la page des jeunes soit une page qui pourrait rapidement être tournée. Oui, on va Ça terminer faut- sur un point. Demain, c'est la J'aimerais fête, 65 bien- ans d'indépendance au Mali. Bon, quand les jeunes sont arrivés, ils nous ont dit que c'était pour nous offrir l'indépendance vraie. Bon, qu'est-ce que les jeunes fêtent alors demain au Mali, Monsieur Newton? Ah non, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'elle fait demain. Est-ce que, je veux dire, Bamako assiégé dans les conditions que l'on connaît, ces Maliens qui souffrent véritablement de pénurie, ou en tout cas qui commencent à se faire sentir au niveau de Bamako, où un litre d'essence est vendu à 1600 francs environ. Est-ce que vraiment c'est décent de fêter quelque chose contre lequel d'ailleurs eux tous s'insurgent, puisqu'ils considèrent que eux sont l'alpha et l'oméga de la gouvernance et que nos pays ont commencé avec leur avènement. Mais bref, c'est aussi ça le paradoxe des juntes, c'est-à-dire comme le paradoxe que Sako a soulevé tantôt en ce qui concerne le Mali, c'est-à-dire vouer la France aux gémonies et continuer sans que les Maliens ne le sachent, de coopérer en matière de lutte contre le terrorisme avec la France. C'est ça aussi. Nous aussi, on continuait. C'est dans ça qu'on avait arrêté 4 Mais agents de la bien DGSE sûr, je suis au totalement Burkina. d'accord avec toi. C'est-à-dire, en fait, ce que je dénonce ici, c'est le fait que ces gens-là, plutôt, gouvernent contre leur propre peuple. Parce que quand on gouverne pour son peuple, on ne peut pas avoir de secret pour le peuple. Or, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils gouvernent contre leur peuple. Oui, gouverner contre les peuples. Sako, quel mot à l'endroit des Maliens qui vont assister à la télévision comme si c'était du cinéma, ce qui va se passer comme parade militaire demain à Bamako? Ben, vous avez dit une parade militaire pour, on va dire, exposer la force de frappe des équipements des forces de défense du Mali, euh, en termes de blindés, chars, drones ou autres. Mais ces équipements qui ont été acquis avec satisfaction du peuple malien ne servent utilement que lorsqu'on est dans une guerre classique conventionnelle. La lutte contre le terrorisme a besoin d'avoir une sorte d'approche qui s'adapte aux défis et qui s'adapte aux approches de l'ennemi. Jusqu'ici, Goïta, qui s'est dit officier supérieur, n'arrive pas à s'adapter à la réalité du terrain et n'arrive pas à mettre, on va dire, hors d'état de nuire les terroristes qui davantage font mal à l'État et font mal à la population et à notre économie. Donc le 22 septembre vient un moment où Goïta a le dos au mur, où Goïta est empêtré, il est impopulaire, il est mal aimé, où Goïta, ses mensonges sont complètement mis à nu. Comment faire en sorte
en sorte que la population oublie ces échecs entre Caille et Bamako, entre Sikasso et Bamako. Il faut donc faire une parade. Il faut montrer une autre image de soldats maliens, de l'armée malienne unifiée. Comment faire oublier les arrestations du général Abbas Dambélé et Nema Sagara? Comment faire taire aux yeux des Maliens la division au sein des forces de défense et du Mali qui ne répondent plus de Goïta, qui fuient le théâtre des opérations et qui refusent de se battre. Donc, ce 22 septembre est un challenge pour Goïta. Il faut montrer une armée ordonnée, soudée, une armée qui défile ensemble, côte à côte. Et ça, c'est de la poudre aux yeux, parce que l'armée reste un outil de défense nationale, n'est pas à Goïta. Mais ce n'est pas parce que l'armée défile ensemble, toutes les unités de façon coordonnée, que demain, elle ira se battre contre le Génime ou elle répondra de Goïta. Au contraire, c'est une armée qui verra que Goïta profite d'elle. Et qu'en réalité, ce monsieur est un boulet que l'armée traîne, est un boulet que le Mali traîne. Donc le 22 septembre arrive à un moment où Goïta est face à cette turpitude, face à la réalité du pouvoir où ces mensonges l'ont rattrapé, face à ces échecs qui de plus en plus sont mis à nu et que le peuple a découvert. Donc c'est un Goïta isolé, c'est un Goïta qui veut tenter de menacer à distance la Mauritanie. C'est un Goïta qui, autour de ce 22 septembre, veut montrer à l'Algérie que je suis préparé, mais je ne suis pas capable de faire la guerre à l'Algérie parce qu'elle est 10 000 fois plus puissante. Mais comme, pour paraphraser Mex, on a une partie de nos populations qui ne sont pas assez vigilants, qui n'ont pas le sens de l'analyse profonde, cette partie, qui est malheureusement majoritaire, même si elle a ouvert les yeux, pourrait dire, ah oui, on reste puissant. Pendant ce temps-là, Goïta, dans son système de gouvernance, paye des activistes qui vont amplifier ces éléments mis bout à bout. Mais jamais Goïta n'osera ni s'attaquer à l'Algérie, ni s'attaquer à la Mauritanie. Et le peuple reste orphelin d'un chef d'État qui avait nourri un grand espoir. Et finalement, les Maliens sont dans l'attente d'un nouveau chef, d'un nouveau leader, un rassembleur. Et le 22 septembre a montré que Goïta est un diviseur, un échec patent. Oui, échec patent, monsieur Maxence Sommet, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé des 3 années? Parce que ça fait 3 ans que Ibrahim Traoré est à la tête du pays. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, mais d'une phrase, pour la fête de l'indépendance du Mali, là, moi, j'ai été étonné de la date. Moi, je pensais que désormais, la fête de l'indépendance du Mali, c'était la fête de la souveraineté retrouvée. Voilà. Enfin, moi, je ne comprends pas. Donc, ils sont en train de fêter une fausse indépendance dans un État néocolonial, alors que, normalement, la vraie indépendance, c'est le jour de la souveraineté retrouvée. Donc, je ne comprends pas le maintien de cette date. Mais on ne peut plus parler de souveraineté retrouvée quand Africa Corps se fait laminer et tuer, quand les passeports maliens sont refaits par la société IDEMIA de France, quand le prochain marché de contrat de passeport va être donné à une nouvelle entreprise chinoise et non plus française, ben on se rend compte finalement que le peuple est complètement floué. Et le peuple a compris qu'il est floué. Et c'est le peuple qui est finalement le donneur de la farce. C'est pourquoi ce peuple est de plus en plus en phase avec... Il faut demander aux Maliens comment vous ne pouvez pas imprimer vos passeports, vous voulez imprimer vos billets de banque. Oui, mais les Maliens ont compris que tout ça, c'était de la fanfaronnade et que ça ne marche pas. C'est pourquoi les Maliens sont plus en phase avec nous, ils sont plus en phase avec nous. Pour revenir sur ta question, moi, je pense que un président élu ou putschiste, il y a une chose à laquelle il ne peut pas échapper dans nos pays. C'est que depuis 30 ans, le rythme du quinquennat est inscrit dans l'inconscient collectif. Donc, au bout de 5 ans, les gens spontanément font ton bilan. C'est pour ça que Goïta est le plus mal en point actuellement. Au début, c'était lui qui était le plus... qui avait l'air d'être le leader. Auréolé. Au début, c'était lui le parrain du gang. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le plus dans la merde. Pourquoi? Parce que les Maliens, il a fait 5 ans.
Ils peuvent comparer avec d'autres quinquennats. Ibé, il a fait 3 ans. Il lui reste au maximum 2 ans pour être dans une situation pareille, sinon pire que celle de Goïta. Tiani, moi, je ne sais pas si les Nigériens vont lui laisser 5 ans. Mais bon, comme les Nigériens, ils ne sont pas du tout dans la même situation que nous depuis le début. Le coup d'État au Niger n'avait rien à voir avec le coup d'État au Mali et au Burkina. Et le coup d'État dans ces 3 pays-là n'avait rien à voir avec le coup d'État en Guinée, parce qu'aucun de ces 3 présidents-là n'était en train de faire un forcing pour faire un 3e mandat, ni au Tchad, parce qu'aucun de ces présidents-là n'est mort dans des circonstances bizarres au front. Donc, les 3 pays, on a mis tous les coups d'État de la CEDEAO dans le même sac, ce n'est pas vrai. La Guinée et le Tchad qui n'en fait pas partie, la Guinée, ça n'avait rien à voir. La Guinée, c'est ça qui correspondait au narratif des putschistes. Le Mali et le Burkina, il y a eu des problèmes politiques que, comme d'habitude, les politiques n'ont pas su gérer et les militaires en ont profité pour saisir le pouvoir. Des 3 pays, là où la situation sécuritaire était la meilleure, c'était les 2 dernières années où Bazoum était au pouvoir au Niger. Vous pouvez aller regarder toutes les statistiques. Alors que le Niger est attaqué par le JINIM et par l'EGS comme nous, mais aussi par l'ISWAP et Boko Haram de l'autre côté. Et en plus, ils ont une frontière avec le chaos libyen. Donc, normalement, c'est le pays qui devrait être le plus en difficulté, mais c'est celui qui s'en sortait le mieux. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Ils ont quand même déposé Bazoum. Donc, c'est pour ça que même dans notre combat, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur le terrain à Paris ici, vous voyez bien que les Nigériens sont beaucoup moins présents dans le combat que nous. Parce qu'eux, ils sont dans une toute autre... Eux, leur situation est totalement différente. Et de toutes les façons, je pense que c'est parce que les gars, ils te voient la face. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas, le même projet politique. Ils le savent très bien. À part le fait de vouloir se mettre au pouvoir coûte que coûte, ils n'ont pas le même projet politique. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce que nous faisons à distance, c'est que nous nous battons avec les Nigériens pour des valeurs communes qui sont des valeurs à la fois d'intégration, mais surtout de démocratie et de liberté. Et c'est au nom de ces 2 éléments de liberté et de démocratie que Bazoum, qui est devenu l'icône de la démocratie, l'homme qui est aujourd'hui détenu, pris en otage par Tchani, qui refuse de démissionner, qui fait que nous nous fédérons autour d'un idéal pour que Bazoum demain il soit libéré. Et notre combat, pour le Niger, c'est un Niger avec un Bazoum libéré. Donc, si on fait le bilan de ces AESiens, entre guillemets, c'est aussi de dire que Bazoum reste aussi quelque part, on va dire, l'os en travers de la gorge de Tchani. C'est une équation qui n'arrive pas à résoudre. Et nous ne devons jamais nous lasser et cesser à chacune des occasions que nous avons de saisir et d'appeler, encore une fois de plus, à la mobilisation des pays membres de la CEDEAO, des populations, puisqu'on parle de CEDEAO des peuples, mais aussi d'interpeller la communauté internationale dans les espaces qui sont les nôtres, tels que celle-ci, pour dire qu'elle doit agir et doit continuer à agir, elle ne doit pas baisser les bras pour des questions de droits humains. Et Bazoum est un prisonnier politique qui est séquestré chez lui. Il mérite la liberté. Tout à fait. Oui, on va terminer avec Newton Ahmed Barry. Est-ce qu'on n'est pas tenté de se dire que ces jeunes s'ennuient avec le pouvoir d'État? S'ennuient, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne savent pas quoi en faire. Ça, au moins, c'est sûr. Ils en sont complètement embêtés aujourd'hui parce que la question principale qui les a amenés ou qui a justifié qu'ils prennent le coup d'État, c'est les problèmes d'insécurité. Or, on sait qu'à ce niveau-là, ils sont loin du compte. La situation ne s'est pas améliorée, elle s'est dégradée. Tous les indicateurs le montrent. Tous les indicateurs crédibles le montrent. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont tous convergés vers un certain nombre d'actes communs à l'AES, c'est-à-dire le refus de la parole. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas sûr de ce qu'il fait, la première des choses qu'il fait, c'est d'empêcher que quelqu'un ne voit et n'en parle. Et donc, c'est le premier élément sur lequel
ils convergent. Le deuxième élément, c'est qu'ils deviennent chaque jour un peu plus dictatoriaux, c'est-à-dire qu'ils prennent des mesures de coercition de telle sorte que la société, ils durcissent évidemment une gouvernance vis-à-vis de la société elle-même. Et enfin, c'est le déplacement des centres d'intérêt. Au lieu de laisser les gens, évidemment, sur l'objectif sur lequel ils sont venus, ils essaient de distraire les gens avec d'autres centres d'intérêt qui ne sont pas ceux pour lesquels ils sont venus et qui ne sont pas ceux pour lesquels nos États n'étaient les moins performants. Là où il y avait la méperformance dans nos États, c'était la lutte contre le terrorisme. C'est au nom de la lutte contre le terrorisme qu'ils sont venus. Malheureusement, sur ce terrain-là, ils ont échoué tous, toutes les trois juntes. Le Niger, comme on appelle, Mex a parlé de ça tout à l'heure. Quand le 26 juillet 2023, Tchani se piquait de prendre le pouvoir, le Niger était dans une situation, je vais dire, la mieux enviée du Sahel, aussi bien même du point de vue de la lutte contre le terrorisme que même du point de vue économique, puisque l'année suivante, en 2024, la croissance qui était projetée et attendue devait être une croissance à 2 chiffres. Et le pétrole devait couler à flot. Or, depuis que Tchani est venu, il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus d'uranium aussi, puisque depuis qu'ils ont rompu les relations avec la société française qui exploitait et gérait l'uranium, selon toutes les informations crédibles, pas un gramme de l'uranium n'a encore été vendu par le Niger. Donc, ça veut dire que même ça, ils n'ont pas de ressources par rapport à ce qui était projeté. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la catastrophe sur tous les plans en ce qui concerne les juntes militaires, à l'orée évidemment de la, je ne sais pas si c'est en fonction, hein, c'est-à-dire en échelonnant, nous bientôt ça sera la troisième année de Ibrahim Traoré, mais à la vérité, ce n'est pas qu'il joue avec le pouvoir, c'est à la vérité, il ne sait plus quoi en faire. C'est ça qui est problématique. Il ne sait plus quoi en faire. C'est comme quelqu'un qui est, vous connaissez un peu le proverbe, là, comme quelqu'un qui est monté sur le lion et qui lui tient les oreilles. S'il laisse les oreilles, il est mort. S'il reste dessus aussi, il est mort. Parce qu'il ne sait pas où il va aller avec. Voilà un peu la... Merci pour ce proverbe africain. Allez, merci beaucoup à tous nos invités. Merci à Maxence Sommet, à Newton Ahmed Bari, à Ismaël Sako. Merci à tous les téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. On a eu un débat assez intéressant. On a fait le tour d'horizon de l'actualité du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Mais on va se laisser avec cette question et puis bien sûr le proverbe de Newton Ahmed Bari, c'est comme mettre sur le lion et puis tirer les oreilles, on ne sait plus quoi en faire. Donc ces jeunes aujourd'hui ont le pouvoir d'État. Ils ne savent plus s'il faut laisser, s'il ne faut pas laisser. Bon, laisser à qui? Mais si je laisse, qu'est-ce qu'on va nous faire? Donc, voici des questions qui taraudent certainement l'esprit, hein, l'esprit de ces jeunes qui sont venus fièrement à la tête de nos pays, qui malheureusement se retrouvent comme dans un piège pour lequel ils ont du mal à se défaire. Allez, on va prier Dieu quand même pour nos États et on espère que des jours meilleurs vont s'annoncer. Allez, bon dimanche à vous et à très bientôt. Merci, au revoir.